Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. Ce soir, dans la prochaine heure, on parle avec Pascale Piquet, qui est une spécialiste de la dépendance affective et spécialiste de la dépendance amoureuse. Vous allez certainement vous reconnaître. Il y en a qui disent « Ah ben, moi, je suis-tu dépendant? » Puis bien souvent, à chacun des passages de Pascale, il y a des gens qui m'écrivent « Tabarouette, je pensais jamais que j'étais un dépendant affectif. Je pensais jamais que j'étais un dépendant amoureux. » Salut Pascale! Bonsoir. Comment ça va? Ben, je vais très très bien. Vous-même? Oui, ça va bien. Désolé, j'avais pas ouvert le bon micro. Ben, c'est ça, je parle dans le vide, voilà. Tu as passé un bel été? Un très bel été, puis je suis vraiment ravie de revenir en ondes parce que ici c'est un moment privilégié. Ouais. Parce que ce que tu sais pas, Yannick, c'est que moi j'ai des retours de gens qui nous écoutent dans ces émissions-là et tu peux pas imaginer où ils sont ces gens-là. Ils sont dans des situations différentes, diverses et variées. La dernière fois que j'ai entendu parler de l'émission, c'est une personne qui avait enregistré l'émission et qui traversait, tu sais, quand tu reviens du fin fond du Québec, il y a un moment où il y a une zone où il y a plus de signal. Ouais. Et ils ont enregistré l'émission. Et ils ont entendu l'émission à ce moment où il y a plus de signal. Et puis ça m'a fait une cliente. Oui, mais à chacun de tes passages, on reçoit des messages de l'Europe, on reçoit des messages aussi. L'Europe nous écoute. On a eu l'Australie. Ma fille en Australie. Il y a eu la Belgique, la France, oui, mais on nous écoute de partout, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que... Parle-moi de ton métier, pour les gens qui t'ont jamais rencontré, comment on peut définir Pascale Piquet? Je suis une terroriste du bonheur. C'est pour ça que les Américains m'arrêtent à chaque fois. Ils doivent avoir le mot terroriste dans mon site internet subliminal parce qu'à chaque fois ils m'arrêtent. J'ai eu droit à toutes les machines d'explosifs que tu peux imaginer, j'y ai eu droit. La fouille en règle. Voilà, peut-être parce que j'avais un passeport français aussi, mais bref. Mais en tout cas, j'y ai eu droit à chaque fois. Mais c'est parce que je suis un diffuseur de bonne humeur et mon métier là, c'est le bonheur. Donc c'est de guider les gens vers leur propre histoire, parce que la plupart du temps, on vit l'histoire de qui? Des parents, des grands-parents, des ancêtres, de tous ceux qu'on a croisés et qui nous ont poussés dans la mauvaise direction. Il faut vivre sa propre vie. Donc papa et maman ont décidé qu'on serait ceci, ou ils nous ont mal programmés en nous disant qu'on était des bons à rien, ou on a croisé un professeur qui nous a dit qu'on était un imbécile. Récemment, une de mes clientes m'a dit que son professeur devant tout le monde, quand elle avait 8 ans, l'a mise à genoux pour l'humilier devant toute la classe. Tout ça là, ça fait des mauvaises programmations qui nous envoient dans la mauvaise direction. Ça laisse des marques? Énormément. Puis est-ce qu'on en est conscient des marques que ça nous a laissé, ça? Oui, en ce sens qu'on se souvient qu'on a souffert, parce que le cerveau se souvient de ce qui était souffrant, plus que de ce qui a été bienfaisant, je dirais. Donc certaines personnes se souviennent qu'il y a des choses qui les ont marquées, mais elles ne réalisent pas à quel point elles chargent leur brouette, c'est-à-dire que toutes les personnes de ta conception jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes que tu croises et qui ont eu des comportements toxiques vont charger ta brouette. Dans mon livre Le syndrome de Tarzan, mon best-seller, il y a un article qui s'appelle « Pousse ta brouette et tais-toi ». C'est-à-dire que de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu pousses une brouette et les gens mettent des cochonneries dedans. Et ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Et à un moment donné, on commence à faire de l'anxiété. Puis on dérive vers le burn-out, la dépression, et puis ça va jusqu'au suicide. Ouais. Donc c'est parce que ta brouette est chargée. Et c'est ce que je fais avec mes clients, c'est de mettre à jour en très peu de temps ce qui a chargé la brouette et de s'en débarrasser. On est tous programmés par une culture, par une histoire, bonne ou mauvaise. Les gens heureux, ils sont programmés par des bonnes histoires. Les gens malheureux sont programmés par de mauvaises histoires. Ce que je trouve curieux, Pascal, c'est qu'on a tous vécu des épisodes de bonheur, des épisodes de tristesse quand on était jeune. Et j'ai l'impression que des fois, on oublie quand on était jeune, les épisodes de bonheur, puis les épisodes de tristesse, ce qui fait en sorte que plus tard, on entend parler de certains témoignages. Puis là, tu te dis, tabarouette, moi aussi, ça m'est arrivé, ça. Oui, c'est parce que tu sais, le cerveau est une bande enregistreuse. Ouais. Et malheureusement, il ne s'imprègne en priorité que de ce qui est souffrant. Ce qui est souffrant va prédominer sur ce qui est bénéfique. Et c'est ce qui est souffrant qui va nous programmer. C'est-à-dire que si tu as eu des parents toxiques, négatifs, eh bien tu vas aller chercher des conjoints, des conjointes qui sont exactement dans les mêmes comportements que ce que tu as vécu dans ton enfance. C'est vrai ça qu'on cherche notre on cherche pas, on fait pas exprès. Ouais. On fait pas exprès, mais de 0 à 15 ans, tu es programmé. Le langage affectif que tes parents vont te parler, tu vas le reproduire dans ta vie d'adulte. Moi, j'avais une mère dominatrice qui était indifférente et qui était vraiment sans aucun sentiment. Je suis allée chercher des conjoints comme ça. Et alors que mon père est un amour, c'était le gentil. Si tu veux, t'as un bon flic, un mauvais flic dans les parents, tu vas t'imprégner du mauvais flic. Toujours.
Parce que c'est ce qui va émerger le plus fort dans ta mémoire, et c'est la souffrance qui émerge le plus. C'est la souffrance dont tu vas t'imprégner le plus. Donc bon flic, mauvais flic, tu vas t'imprégner du mauvais flic et tu vas chercher des personnes. Pareil, dans ton amitié, dans ta vie professionnelle. Moi, j'attirais des fous dans ma vie professionnelle. Je l'écris encore dans mon livre Le syndrome de Tarzan. J'attirais des vrais fous. Je me retrouvais avec des patrons qui voulaient me tuer. Ou alors, je te jure, c'était fou. Mais quand je dis fou, c'est fou. Et ou alors qui était tombé amoureux de moi puis qui devenait impossible. Enfin, des histoires de névrose, tu comprends. Puis d'un seul coup, je me retrouve avec l'ex de mon mari qui me harcèle pendant 9 années, sa maîtresse pendant que je suis enceinte qui me harcèle aussi, lui qui me harcèle. Puis d'un seul coup, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pendant que t'étais enceinte? Oui. Et puis tu te dis mais est-ce que si tu crois aux vies antérieures, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait à ces gens-là dans les vies antérieures? Mais ça a rien à voir avec les vies antérieures directement. C'est parce que j'étais dans le monde de la névrose et puis j'attirais des névrosés. Et puis j'étais dans un panier de crabes de névrosés. Les névrosés sont des gens qui ont des troubles du comportement. Donc du coup, j'étais la précédente avec mon mari. C'était une femme très vulgaire et sans éducation. Et puis la suivante aussi. Puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans cette brochette? Tu sais, chercher l'erreur. Moi, je comprenais pas. J'étais éduquée, j'étais l'inverse de ces personnes-là. Et je ne comprenais pas comment j'avais pu être dans cette collection-là. C'est la névrose qui nous a rapprochés. OK. On entend souvent que quand on est jeune, on apprend de nos erreurs et de nos bons coups. Puis il y en a d'autres qui vont dire c'est plus souvent les erreurs que tu fais qui vont faire en sorte que tu vas apprendre de ça. Toi, ce que tu considères, c'est qu'on reste marqué de ça. Marqué, oui et non. C'est-à-dire que ça se déprogramme. C'est mon métier. Moi, là, je peux déprogrammer avec le concours de la personne, bien sûr, du client. Il faut des gens déterminés, des gens combatifs qui sont 100% déterminés à changer et qui ont confiance en la démarche. Là, 80% du travail est fait. Mais oui, tu peux déprogrammer, bien sûr. Moi, j'ai eu des clients qui venaient de pays totalitaires où ils avaient vécu de la torture, les charniers, des trucs horribles et qui se sont remis d'aplomb. Mon grand-père, qui avait été embarqué par la Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il était résistant, il a réussi à vivre une vie normale après 2 camps de concentration. J'ai pas pu lui demander, parce que je faisais pas ce métier-là à l'époque, mais j'ai pas pu lui demander comment il avait réussi à se réadapter. Mon père qui avait vécu la guerre d'Algérie dans la vingtaine. C'est la résilience. C'est de la résilience pure et dure. Mais il y a une information que j'ai, c'est que mon grand-père avait volé un petit carnet puis un crayon dans le camp de concentration et puis noté consciencieusement tous les noms des hommes qui mouraient autour de lui parce qu'il avait comme objectif de revenir en vie pour donner des nouvelles aux personnes, aux familles de ces personnes-là. Donc il avait un objectif. Mais c'est la résilience, bien sûr. Donc on peut tout déprogrammer à partir du moment où la personne elle veut vraiment le faire, parce que dans la vie, il y a les passifs et les combatifs. Les passifs, ils sont des victimes, donc ils deviennent dominateurs ou dominés. Mais ils sont des victimes, et leur dénominateur commun, c'est la peur. Donc par peur, ils vont dominer, ou par peur, leur stratégie de survie, c'est de se laisser dominer. De l'autre côté, il y a les combatifs. Les combatifs, ce sont des dominants. Ce que j'appelle les dominants. Tu te rappelles, j'ai pris ça des meutes de loups. Oui. Le mâle et la femelle dominante d'une meute. Eux, ils n'ont pas peur et ils ne dominent personne, ils ne se laissent dominer par personne parce que leur point commun, c'est la confiance. Donc, il faut savoir, moi là, je sélectionne mes clients. Je vais sélectionner des personnes qui sont des combatives. Parce que sinon, je veux pas faire perdre leur temps et leur argent à des gens pour lesquels je ne peux rien. Et c'est vraiment là que les psychologues sont extraordinaires parce que la psychothérapie est la réponse aux gens qui sont des passifs et qui sont 98% de la population. Donc, les psychologues sont vraiment importants pour la population aussi. Et moi, je suis coach. Donc, moi là, c'est plus les combatifs et les proactifs. C'est-à-dire que eux, ils veulent des solutions puis ils veulent des explications. Profil type de ta clientèle? Combatifs? Les hommes, les femmes? Les deux. Les deux? Les deux, mon commandant. Oui, les deux. Des gens qui veulent en sortir. Les hommes, c'est vrai, tu trouveras pas beaucoup d'hommes dans les conférences ou les séminaires. Ouais. Mais quand il s'agit de prendre le taureau par les cornes, les hommes sont là. Eux, ils veulent vraiment sortir de là. Tu sais, moi, je travaille sur 2 jours. En 2 jours, je fais un coaching intensif individuel où ça se passe chez toi à Saint-Jean-de-Matin. Ah oui, et puis maintenant, j'ai un nouveau produit. Une nouvelle proposition, c'est une semaine pour mes clients VIP qui viennent d'Europe. C'est nourri, logé, coaché. C'est-à-dire que c'est se transformer sans souffrir et dans le plaisir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je les prends en charge à l'aéroport et à partir de là, ils ne s'occupent plus de rien. Je les coach, je leur fais vivre des expériences vraiment extraordinaires à tout point de vue.
et je ne révèle pas lesquels parce que c'est un secret et mes clients respectent ça, ils ne disent jamais ce qui se passe, mais c'est extraordinaire. Et ils repartent vraiment complètement transformés et dans le plaisir, parce que c'est pas vrai qu'on doit changer en souffrant, c'est pas vrai que changer c'est souffrir. Donc il y a un aspect nourriture, je leur fais de la bonne cuisine, il y a un aspect village de Saint-Jean-de-Mata où tous les commerçants sont proactifs dans mon activité parce qu'ils sont adorables et je fais croire à mes clients que le village de Saint-Jean-de-Mata n'existe pas, ce sont tous des acteurs. Oui, tu m'avais déjà dit ça. Ils jouent tous le jeu, mais c'est extraordinaire, mais c'est vraiment formidable. Et je leur fais vivre des choses vraiment qui leur permettent de comprendre qu'ils sont des leaders. Parce que tu sais, la plupart des gens ont été élevés comme des moutons alors qu'ils sont des lions. Et ça, ils le savent pas. Et c'est grâce à une démarche qu'ils vont le découvrir. Mais c'est l'histoire du vilain petit canard. Tes parents te font croire que t'es un vilain petit canard et on sait comment l'histoire finit. En fait, le vilain petit canard qui était noir, au milieu des petits poussins jaunes, des canards jaunes, eh bien, en fait, il était un cygne. Donc, quand il revient, il s'éloigne des canards, des petits canards jaunes parce que il est rejeté. Ouais. Et en fait, il est un cygne. Et quand il revient, c'est un cygne majestueux et les canards s'inclinent. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont des cygnes, ils ont été élevés comme des vilains petits canards, ils pensent qu'ils sont des vilains petits canards et soudain ils réalisent que non. Okay. On travaille sur l'identité. Donc la clientèle de Pascal Piquet, c'est autant des hommes que des femmes. Oui. Maintenant, quel âge à peu près? Est-ce que moi, je sors mon petit bagage de préjugés ici? Non, c'est des questions pertinentes. Quarantaine à peu près? Parce qu'à 40 ans, tu sais, de les 18 gars, à 78 ans. Ouais. De 18 à 78. Oui, 70. Il y a des jeunes qui ont l'intelligence d'aller demander de l'aide à 18 ans. Caroline, que j'aurais aimé ça être comme ça. Est-ce que c'est souvent pour des peines amoureuses qu'on vient vous voir? Oui, mais en même temps, ou des souffrances. Hein. C'est insatisfaction chronique, c'est le stress. Alors, tu sais, moi, j'aime beaucoup quand certains proposent gestion du stress. Est-ce que le stress, vous voulez le gérer ou vous voulez l'éliminer? Parce que moi, je propose de l'éliminer. Parce que gérer le stress, ça m'amuse. Non, personne ne veut gérer le stress. On n'en veut pas du stress. Ça doit pas faire partie de la vie. Mais j'ai des jeunes, qui se disent, où ils ont une souffrance et puis ils sont très très clairvoyants. Ils se disent, moi je veux pas vivre toute ma vie comme ça. Il y a des jeunes vraiment extraordinaires. Et puis, il y en a d'autres qui ont 70 ans et puis, à 70 ans, ils réalisent qu'il y a un problème et puis, ils viennent me voir et ils veulent passer le reste de leur vie dans le bon sens. Mais ceux de 70 ans rencontrent ceux de 18 ans parce que je fais des événements avec tous mes clients et puis ils disent t'as de la chance de faire ça à ton âge. Mais oui. C'est aussi parfois des clients à moi qui emmènent leurs jeunes qui sont d'accord parce que si le jeune n'est pas d'accord, je peux pas faire grand chose. Donc ce sont des parents qui vont me dire Pascal, est-ce que tu pourrais prendre mon jeune là, il va pas bien. Oui, je vais le prendre. Puis... Comment on peut savoir, Pascal, parce que tu me parles beaucoup d'enfance et tout ça, comment on peut savoir qu'on est des bons parents pour nos enfants? C'est facile. C'est facile parce que moi je trouve que c'est la chose la plus difficile. À chaque jour, je me demande toujours si, puis j'imagine que je suis pas le seul, bien entendu, les parents qui nous écoutent ont déjà ressenti ça. Chaque jour, je me demande si je fais la bonne chose avec mes enfants. Tu sais, c'est facile. Les enfants, pour développer leur confiance et leur estime, ils ont besoin de reconnaissance, d'affection et de protection. C'est tout. That's it. Ce qui fait que quand tes parents t'ont donné ces 3 éléments, la reconnaissance, ils t'ont dit, tu existes, tu fais partie de la famille, tu es important pour nous. Ce qui fait que adulte, tu le sais que tu es important, puis tu le sais que tu existes. T'as pas besoin de le valider auprès des autres. À travers l'affection, tes parents te disent, tu es aimable et estimable, nous on t'aime. Donc du coup, adulte, tu sais que tu es aimable et estimable, tu t'aimes. Ils t'ont enseigné à t'aimer aussi. Et avec la protection, ils te disent, tu es précieux ou précieuse pour nous. On est là pour te protéger et on va t'enseigner à prendre soin de toi quand tu quitteras le sein familial. Et donc du coup, quand t'es adulte et puis que tu quittes la maison, tu sais parfaitement prendre soin de toi. Ma fille, ma fille Cassandre qui est partie en Australie, qui est partie dans toutes sortes de pays, mais à 19 ans, elle m'a dit maman, j'ai plus besoin de toi, je sais parfaitement m'occuper de moi. Elle est partie parce que elle sait ce qu'il faut manger, elle sait le sport qu'elle doit faire, elle sait cuisiner, elle sait se maquiller, elle sait s'habiller, elle sait communiquer, elle sait tout ça. Donc elle avait plus besoin de moi et elle a éprouvé la nécessité de voler de ses propres ailes, elle est partie de l'autre côté de la planète. Et elle a bien fait, mais parce que mon rôle de maman, c'était pas de me servir d'elle comme un bâton de vieillesse, c'était justement de lui permettre d'être autonome. Et la plupart des parents veulent surprotéger leurs enfants. C'est l'histoire de l'avion, t'es dans un avion, puis tes parents sont sur le siège d'à côté. Alors, il y a plusieurs catégories de parents. Il y a les parents qui vont t'enseigner à piloter, puis quand tu sais piloter, ils vont sortir de l'avion, ils deviennent la tour de contrôle. Pas pour te contrôler, mais si t'as besoin de conseils, ils sont là. La majorité
en tout cas les clients qui viennent me voir, les parents soit ont sauté de l'avion sans leur apprendre à piloter, donc ils sont en piqué vers le sol, soit ils sont restés dans l'avion. Alors ils sont restés dans l'avion de deux façons différentes. Soit en disant « pousse-toi de là imbécile, t'es pas capable de piloter, je vais le faire pour toi ». Tu es en piqué vers le sol, ou tu vas voir mon chouchounet, ma chouchounette, papa et maman vont le faire pour toi, et tu sais pas piloter. Donc moi je récupère des clients qui sont piqués vers le sol, je deviens leur copilote le temps qu'ils remontent le nez de leur avion et qu'ils prennent une vitesse croisière, et je suis la tour de contrôle. Donc ils savent que je suis là sur une durée illimitée parce que ça fait partie du forfait, mais mon objectif c'est de les rendre autonomes le plus vite possible. Et donc ils sont autonomes parce qu'ils savent que je suis là. Ils se débrouillent tout seuls. Est-ce qu'il y a plus de parents compétents que de parents incompétents? Rassure-moi. Tu sais, en fait, il y a eu la génération qui est, moi j'ai 56 ans, la génération d'avant, je veux dire 60 et plus, ils n'ont pas pu donner ce qu'ils n'ont pas reçu parce qu'il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les moyens d'information, il n'y avait pas le web. Aujourd'hui, tu veux une information, tu l'as immédiatement. Nos parents l'avaient pas, ils étaient isolés dans leur coin, puis ils ont fait ce que regarde, ma mère me mettait la tête sous l'eau, la tête sous la douche froide pour me calmer, c'est ce qu'elle avait vu faire. Mais nous on fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est la génération fracture. Je veux dire par là que nous, on s'est mis à donner ce qu'on n'avait pas reçu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'inverse de ce qu'a fait ma mère, et d'un seul coup, j'ai eu une petite fille formidable parce que moi-même étant handicapée, étant en déséquilibre affectif, j'ai quand même donné à ma fille de l'amour, de la reconnaissance, de la protection. Je lui ai dit que je l'aimais, je l'ai prise dans mes bras, ce que ma mère était incapable de faire. Donc j'ai fait tout l'inverse. Et du coup, ma mère m'a fléché le parcours. Et on est nombreux à avoir fait ça. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas reçu, on s'est mis à le donner à l'enfant parce qu'on a réalisé que ça nous avait manqué. Mais nos parents, comment auraient-ils pu réaliser que ça leur manquait? Non, ne serait-ce que parce que mes parents, ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient enfants. Est-ce qu'on s'entend que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était difficile de donner de la reconnaissance, de l'affection, de la protection? Il y avait peut-être d'autres priorités. Quand les balles te sifflaient à la hauteur des oreilles et tu cherchais juste à survivre. Ouais. Donc toutes ces générations-là ont été très 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 affectées, on comprend pourquoi. Mais aujourd'hui, on a l'information tout de suite. Tu tapes sur le web comment être de bons parents. T'en as des tonnes et des tonnes de pages qui vont te le dire. Oui, mais à qui tu fais confiance? Reconnaissance, affection, protection. Voilà. C'est pas plus compliqué. Sincèrement. Le choix des mots, c'est avec les enfants. Tu sais, à un moment donné, ça se peut que l'enfant soit tellement tannant qu'il te tape tellement sur les nerfs que tu te dis, tant qu'à y expliquer quelque chose, ça va me prendre 5 minutes. Je vais lui dire en 10 secondes, là, faut qu'il arrête de taper sur la tête de sa sœur. Faut qu'il arrête de taper sur la tête de son frère. Faut qu'il arrête de tirer des choses à la garderie. Tu sais, je comprends ce que tu dis. En même temps, des fois, on est excédé. C'est pour ça que des fois, on se pose des questions à savoir, j'ai-tu bien agi aujourd'hui avec mes enfants? Bon, premièrement, la non-violence. La non-violence, qu'est-ce que c'est? C'est de ne prononcer que des paroles utiles. Donc c'est pas de dire t'es un crétin ou un imbécile, c'est de lui dire ce que tu viens de faire, c'est pas correct. Ouais. On est des humains. Et tant mieux. Ça nous distingue des machines. On peut avoir la mèche courte, on peut craquer. Oui. Et puis, tu sais là, nos enfants n'apprennent rien de nos perfections. Ils apprennent tout de nos imperfections. Donc, faut pas leur faire croire qu'on est des dieux et des déesses et qu'on est extraordinaire et qu'on est tout puissant. Après ça, eh bien, on a aussi le droit de vouloir élever bien nos enfants, mais de se demander qu'est-ce que on aurait voulu quand on était à leur âge. Et il faut savoir aussi que mes clients, je les mets je révélerai pas les détails, mais je les mets en phase d'animaux. Tu sais pourquoi? Parce que les animaux ne mentent pas, ils sont tout le temps dans l'instant présent. Et ce sont des éponges. Ça veut dire qu'ils vont réagir comme tu réagis. Les enfants, c'est pareil. Quand les enfants sont énervés, c'est que les parents le sont. S'il y a de l'électricité entre les deux parents, les enfants vont être électriques. Si les parents sont calmes, les enfants vont être calmes. Après, c'est vrai qu'il y a des enfants plus ou moins disciplinés ou dissipés. Mais en priorité, c'est de se demander, nous, là, comment on agit, comment on se sent, comment on se comporte, et qu'est-ce qui rejaillit sur l'enfant. Ça, c'est très important. Regarde, c'est pareil avec les chiens. Tu te rappelles César qui parle aux chiens, là? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait pas aux chiens, il parlait au maître. Eh les enfants, c'est pareil. Les enfants sont des éponges. S'ils sont turbulents, il faut se demander, est-ce que moi je vais pas bien? Est-ce que moi je suis fatiguée? Moi, là, mes clients que je coach, quand ils ont des difficultés avec leurs enfants, je leur dis, tu vas voir. Quand tu vas rentrer chez toi, les enfants vont avoir une attitude différente. Pourquoi? Parce que les enfants, s'ils sentent qu'il n'y a pas de pilote à l'avion, là, et que l'avion est en piqué vers le sol, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de piloter. Et si tu les laisses te prendre le dessus, t'es fini, c'est foutu.
Encore une fois, si on est des soldats, puis on a un commandant qui sait traverser la forêt, qui nous dit ce qu'on va faire, on va se sentir bien. Mais si on a un commandant qui a aucune idée de comment on traverse la forêt, on va tous paniquer, on va essayer de prendre les commandes, on va tous donner notre avis, puis on va avoir peur. Donc les enfants doivent sentir que il y a un mâle et une femelle dominants à la tête de la meute. Le père et la mère sont les mâles et les femelles dominants, et les enfants sont les louveteaux. Si tu laisses le louveteau venir à la hauteur du mâle et de la femelle dominant, comme font certaines femmes qui ont divorcé, le petit garçon il devient le mâle dominant, c'est la catastrophe. Donc il faut juste intégrer que les parents sont le mâle et la femelle dominant et qu'ils doivent encadrer les enfants et leur donner un espace, une latitude très 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 précise qu'ils ne doivent pas dépasser. Mais si les enfants trouvent pas les limites, ils sont perdus. Si on va au Japon, là, moi j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire au Japon. On va au Japon sans guide. On est reçu par une famille très haut placée là. On n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va se sentir bien ? Non. On va être perdu. On va dire on va faire un impair là, c'est sûr qu'on va peut-être les offenser. Mais si quelqu'un nous entraîne à prendre les baguettes et puis à faire toutes sortes de choses qui sont un rituel chez eux, on va se sentir mieux. C'est pareil pour les enfants. Si tu leur donnes un cadre, ils vont toujours essayer de le dépasser. Toujours. Ils vont tester, et puis il faut rester rigoureux. Aucun égard de langage ou de comportement, jamais, même en plaisantant, jamais. Ils doivent savoir où ils en sont. On peut plaisanter, mais pas d'écart de langage, pas de grossièreté, rien là. Il faut toujours qu'ils nous respectent. À partir de là, ils savent où sont les cadres. Ils peuvent essayer de les dépasser, mais il faut leur taper sur le museau gentiment pour dire non. Mais là, les enfants, ils savent qu'il y a un pilote dans l'avion. La majorité des parents sont des enfants eux-mêmes. Comment peuvent-ils élever des enfants ? Et c'est ce qui se produit, c'est le fameux enfant intérieur dont on parle. Hein. Oui. Mais moi, avec mes clients, on le renvoie dans le passé, on développe le côté adulte, et puis après, on a des comportements d'adultes, c'est-à-dire des adultes responsables, hommes et femmes responsables. À travers les séminaires de Pascal Piquet, vous abordez la manipulation. Oui. Sous tous ses angles. Mais tu sais, les pervers narcissiques manipulateurs, ça me fait sourire. Ce sont jamais que des gens en situation de survie qui ont appris à arracher aux autres l'oxygène. Ouais. Tu sais que dans mon livre, je parle du desperado et du trou noir affectif. Le desperado, c'est celui qui donne désespérément, dans l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. Tu t'es toujours pas capable de le répéter, hein? Non. Non, je sais. Et Midget? Non, il y avait beaucoup de désespérément. C'est ça. C'est ça. Et puis le trou noir affectif, c'est celui comme les trous noirs dans l'espace, hein, qui gobe tout, qui rend rien. Donc ce sont toujours des gens en situation de survie, sur un degré différent, hein, sur une échelle de 1 plus de 10. Donc entre 1 et 4, ils sont fréquentables, ces gens-là. Il y en a un qui prend un petit peu, puis l'autre qui donne un petit peu, puis ils vont s'entendre. Mais 5 et plus, ce sont des gens qui donnent tout. Pour acheter l'amour, ils l'obtiendront jamais. Ils tombent sur des gens qui sont des trous noirs affectifs, qui prennent tout, puis qui rendent jamais. Donc c'est là que le déséquilibre s'installe et puis qu'on se retrouve dans la dépendance affective. Ces trous noirs affectifs-là, est-ce qu'ils vont chercher parfois de l'aide? Non. C'est juste leur victime? Et ils n'ont pas besoin d'aide. Ils ont un buffet tout inclus devant eux, le desperado. OK. Donc, ils vont jamais chercher de l'aide. Non, parce que ce sont des dominateurs. Et un dominateur a peur par définition. Et c'est l'autre qui est fou en face, c'est l'autre qui est dépendant, pas lui. Il a toujours raison. Le trou noir affectif, article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si le chef a tort, se référer à l'article 1. Il a raison. Donc le desperado, lui, il donne sa vie. Il est branché sur de 220. En France, c'est du 220. Donc t'imagines, il grimpe au rideau toutes les 2 secondes parce qu'il a des valeurs. Il comprend pas que l'autre les piétine. Et l'autre qui est enfermé dans sa souffrance aussi, eh bien sa seule valeur c'est son nombril. Et puis il change les règles tout le temps. Il rend l'autre fou. Et puis ça finit en bagarre générale, comme moi en violence conjugale. Et quand on n'arrive plus à s'exprimer, moi je leur sautais la figure pour les soigner. Oui, je les ai loupés, Dieu merci. Mais oui. Ah oui, à un moment donné, il y en a un qui parle russe, l'autre chinois, et on peut plus se parler. On aurait pu te perdre pendant 25 ans. C'est vrai. Donc le pervers narcissique manipulateur n'est jamais qu'une personne en situation de survie qui a appris à arracher la bouteille d'oxygène des autres. C'est tout. Est-ce qu'il y a une petite manipulation qui peut être saine ou c'est dans tous les cas c'est hyper négatif? Quand je parle de manipulation saine, c'est j'ai un petit mal de dos là, veux-tu me frotter un peu là, c'est juste pour se faire coller un peu, avoir un peu d'amour. Non, ça n'est de la manipulation. Pas de la manipulation. C'est sain ça. Tu sais, la différence entre manipulation et coaching par exemple. Ouais. Elle est où? La différence, à mes yeux, moi, la manipulation, c'est extrêmement négatif. Coaching, c'est positif. Oui, mais
Parce que le coach, quelqu'un qui va voir un coach, exemple, c'est parce qu'il veut régler son problème. Il a besoin de quelqu'un pour aider ses problèmes. Mais quelqu'un qui se fait manipuler, la plupart du temps, il s'en rend pas compte. Puis quand il s'en rend compte, c'est encore pire parce qu'il en voit partout. Tu sais. Oui, mais regarde, si je te dis, regarde, il y a beaucoup de gens qui subissent des parents toxiques. Oui. Et on croit en grande majorité que les parents, on est obligé de les aimer, même s'ils sont toxiques. Et si je te dis, ok, ta mère et ton père sont toxiques, ils sont affreux, dès qu'ils te croisent, ils essaient de te mettre la tête sous l'eau, ils t'ont toujours dénigré, humilié, puis ils t'ont jamais aimé. Ben si je te dis, ok, il y a un tigre dans une cage et puis il a pas mangé depuis 3 semaines, puis on te propose de prendre un gros quartier de viande, de le mettre sur ton épaule et de rentrer dans la cage du tigre pour le nourrir parce que toi t'es une gentille personne et que tu peux pas laisser ce pauvre tigre mourir de faim. Est-ce que tu rentres dans la cage du tigre? Non. Pourquoi? Il a pas mangé depuis 3 semaines. Et? Possiblement qu'il va me prendre moi. Exact. En même temps que le quartier de viande. Enfin, il va prendre si il va prendre le combo. Je me prendrais moi avant le quartier de viande. Il va prendre le combo, tu sais, là, le bonhomme et puis le quartier de viande. Bon, mais qu'est-ce que je suis en train de te dire? Que si tu rentres dans la cage du tigre, tu vas te faire bouffer. Voilà. Est-ce que c'est de la manipulation? Non. La différence, c'est dans l'intention. C'est juste dans l'intention. On va parler de sexe. C'est l'heure, les enfants sont couchés. Une dame qui refuse de faire la fellation. Pourquoi elle refuse? Parce qu'elle dit que c'est le travail d'une prostituée et parce qu'elle dit qu'elle se mettra pas à genoux devant un homme pour ça. Il y a des filles qui disent ça. Oui. Donc, est-ce que c'est dans l'intention? Est-ce que si toi tu veux faire plaisir à ton homme? Ouais. Est-ce que c'est malsain? Non. Non, parce que c'est dans l'intention. Si l'homme te demande ça parce que c'est un jeu sexuel et puis qu'on veut se faire plaisir l'un et l'autre, il y a rien de mal là-dedans. Mais quand c'est tout dans l'intention. Si un homme dit à genoux, là on s'entend. À moins que ce soit un jeu, hein, ça peut être un jeu entre les deux là. Mais un homme mal intentionné qui dit à genoux, puis paf, il t'ordonne ça, là c'est sûr que wow, on se calme. Mais s'il te dit chérie, tu sais là ce qui me tenterait ce soir là, petite gâterie, c'est pas la même chose. Donc dans le sexe aussi, c'est dans l'intention tout le temps et c'est dans la confiance. Moi, ce que je demande à mes clients, c'est qu'ils aient confiance en moi. S'ils n'ont pas confiance, là, on peut pas travailler. Moi, que j'ai confiance en eux, qu'ils aient confiance en moi, sinon c'est pas la peine. Donc tout est dans l'intention, quels que soient les gestes, tout est dans l'intention. Est-ce que je suis dans l'intention de manipuler ou est-ce que je suis dans une bonne intention, une intention bienveillante? Et quand je suis dans une intention bienveillante, je traîne pas la personne par les cheveux jusqu'à la sortie que moi j'ai décidé. C'est ça, certains coachs ou autres font cette erreur-là de décider pour la personne ce qui est le bon pour elle, ce qui est le meilleur pour elle. Tu sais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc des gens qui ont des bonnes intentions pour nous, qui nous disent quoi faire, il y en a plein les rues. Oui. Puis ils te disent toujours, tu sais, moi je veux pas te donner de conseils, hein, mais à ta place je ferais ça. Et voilà. Quand ça commence par moi, je veux pas te donner de conseils. Non, c'est ça. C'est exact. Donc tout est question d'intention. Est-ce que je suis bienveillante dans mon intention? Est-ce que je laisse la personne libre ou est-ce que je la manipule et que je l'oblige à prendre une solution que j'ai décidée? Et c'est important dans le sexe aussi. Tu sais que c'est un de mes chevaux de bataille dans C'est dur pour une nuit ou charmé pour la vie, où je parle beaucoup de sexe parce que les gens sont perdus sur ce sujet-là. Ils savent plus ce qu'il faut faire, pas faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tu te rappelles de ce film? C'était Analyse-moi ça, je crois. Puis c'était De Niro, qui est un gars de la mafia, là, un grand ponte de la mafia, qui kidnappe un psychiatre. Un psychologue ou psychiatre. Un psychiatre, ouais, parce qu'il a des problèmes. Et puis il avoue à son psychiatre qu'il trompe sa femme. Ouais. Et donc le psychiatre lui dit mais pourquoi vous trompez votre femme? Il dit parce que moi j'aime la fellation. Et puis le psychiatre il dit pourquoi vous demandez pas votre femme? Et il répond quoi? La bouche qui embrasse mes enfants. Tu vois? Donc après, tout est question de croyances. Là, on rentre dans les croyances. Ouais. Les femmes qui pensent que ça, c'est réservé aux prostituées, elles sont dans les croyances. Puis il y a beaucoup de blocages sexuels qui fonctionnent sur des fausses croyances. Et tout ça, là, c'est le règne de l'être humain. Les croyances, c'est la part que l'univers laisse à l'être humain pour créer sa vie. Tu vis sur des croyances, des fausses ou des croyances portantes. Mais tu sais, du style, on peut pas tout avoir. Voilà, ça c'est une fausse croyance. Pourquoi? Moi j'ai tout. Est-ce que je suis une extraterrestre? J'ai tout. J'ai le bon job, le bon domicile, j'ai des amis extraordinaires, un amoureux formidable, une fille... je ne peux même pas la qualifier tellement elle est formidable. J'ai tout. Mais j'y ai travaillé à avoir tout. Et puis, quand on connaît la façon, le processus d'avoir tout, on peut l'avoir, là. C'est ce que mes clients veulent aussi. Ils veulent ce que j'ai. Je suis le produit du produit. C'est qui, finalement, le chanceux? C'est le même que la dernière fois.
C'est quoi déjà son nom? Le même que la dernière fois. C'est un secret, t'es pas au courant. On n'a non. jamais Non, réussi elle à est le pas au savoir. courant, là, personne ne sait. On a jamais- Même qu'on pense qu'il est imaginaire. Ouais. Oh, Eh ben, peut-être. il fait tout ce que je veux. Il est bien intentionné. OK. Ce soir, avec Pascal Piquet, on parle des compulsions. Oui. Alors la compulsion, c'est plus fort que toi. Et c'est pas contre la compulsion qu'il faut se battre, c'est contre la raison de la compulsion. C'est comme chasser la fumée puis ne pas aller éteindre le feu. Mets-moi des images dans ma tête. C'est quoi les compulsions, selon toi? Drogue, alcool, Ouais. sexe, jeu, travail, achat compulsif. Il y en a beaucoup, hein. Puis Oui. anorexie, boulimie Est-ce qu'on peut avoir des compulsions sur certaines personnes, exemple? aussi, Aussi. bien sûr. Ouais. Ah oui, quand tu fais une obsession sur quelqu'un, parce que ton besoin de reconnaissance est tellement grand que tu n'acceptes pas que la personne te quitte. Quelqu'un que tu sais que ça peut être néfaste pour toi de l'approcher, mais tu sais que peux tu as une pas. attirance épouvantable pour cette personne-là. Puis C'est plus tu y fort vas que toi. pareil, c'est une compulsion. C'est plus fort que toi. Regarde, les personnes savent que si elles boivent et qu'elles prennent le volant et qu'elles sont arrêtées en état d'ébriété, elles risquent leur permis de conduire. Oui. C'est plus fort qu'elles. Mhm. Parce que moi, quand quelqu'un vient avec une compulsion, je dis pas arrête de boire. C'est pas le problème. Le problème, c'est le grand vide qu'on ressent à l'intérieur. Par manque de reconnaissance, affection et protection dans l'enfance, la croissance affective ne se fait pas. Donc ton corps grandit, mais tu restes un enfant. C'est l'enfant intérieur. Cet enfant est terrifié, c'est un terroriste terrorisé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se réconforter ou à se récompenser parce qu'il est en déséquilibre. Donc, quand tu ressens ce vide-là, il y a des souffrances inhumaines. Je le dis à chaque fois à ton micro, hein, Yannick, mais il y a des souffrances inhumaines. Donc, on va essayer de les soulager par toutes sortes de choses qui vont remplir le vide. On va essayer de remplir le vide, mais se remplit pas de l'extérieur, le vide. Moi, tu le sais, j'ai eu une compulsion à l'alcool parce que je n'arrivais plus à gérer l'anxiété que je faisais. Là, j'étais dans une anxiété épouvantable. J'arrivais plus. Ma vie était complètement détruite. Je n'arrivais plus à gérer. Comment ça se présentait chez toi, l'anxiété? Oh ben, j'avais la cage thoracique écrasée dans un étau. Écrasée. Jusqu'à, tu sais, un article de mon livre, Le syndrome de Tarzan, pousse ta brouette et tais-toi, on revient là-dessus, et ben c'est ma brouette, elle était complètement pleine. C'est parce que moi je croyais que chaque fois qu'il t'arrivait un épisode souffrant, bah tu te relevais, tu sais, tu t'es poussé comme les enfants, tu sais, même pas mal, tu sais, tu t'es poussette et puis hop, tu reprends ta brouette et tu repars pour un tour en Mais pensant qu'elle est vide. C'est comme ça qu'on est élevé. Mais oui. puis Lève-toi, puis... c'est ça. repars. Ouais. Donc je retombais à genoux, je me relevais, je retombais à genoux, je me relevais, puis je me disais bon, l'ardoise est nettoyée, on repart. Et non, parce qu'à un moment donné, je me suis pas relevée. Et c'est pour ça que l'anxiété continue à monter. Elle monte, parce que c'est un message de ton subconscient. Donc, c'est directement où la cage thoracique. On a un serment. Il y a toutes sortes de symptômes, hein. Il y a des personnes qui vont sortir une pression dans la tête, sur les épaules, dans le dos, le plexus solaire qui brûle, qui tord, la cage thoracique écrasée, difficultés respiratoires, Difficulté à dormir. la boule, souvent j'ai une boule dans le ventre. Ça ça revient souvent. J'ai Oui. une boule dans le ventre où je sens le vide. Je sens le vide, mais c'est fou parce que tous les êtres humains en déséquilibre affectif sentent ce vide. Pourtant, je sais pas si tu as vu l'exposition Bodies, mais il y a pas de vide dans le corps, là, mais il y a pas une once de vide. Hein, mais le vide, ça rejoint toutes les personnes qui souffrent. Donc c'est la boule dans le ventre, c'est le ventre qui tord, des problèmes intestinaux, des problèmes de toutes sortes de problèmes de santé, des migraines. En fait, le subconscient va envoyer toutes sortes de symptômes pour te dire que t'es pas à la bonne place. Et qu'est-ce qu'on va faire si on n'est pas avec le bon conjoint ou la bonne conjointe? On va boire, ou on va trouver quelque chose qui va essayer de nous donner du confort dans l'inconfort, mais ça marche pas. Est-ce que c'est possible de lutter contre nos compulsions? Il faut les régler. Ouais. Il faut les régler. Parce que, tu sais, une compulsion, c'est comme les roulettes sur un vélo. Quand on apprend à pédaler, qu'on est gamin, eh bien, on a des petites roulettes, le temps que nos parents nous apprennent à pédaler, puis après, on nous enlève les roulettes. Bon. Mais quand t'es en compulsion, la compulsion, c'est les roulettes. Bon, imagine, t'es en compulsion, on t'arrache les roulettes. On t'apprend pas à pédaler, qu'est-ce que tu fais? Je tombe. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut, et tout est une question de confiance et d'estime, parce que reconnaissance, affection et protection, quand tu en as manqué, ça va altérer la confiance et l'estime, et du coup, c'est ce qui fait que tu vas tomber dans l'anxiété, puis que tu vas avoir des problèmes dans ta vie. À l'inverse, c'est l'effet domino. Si tu développes ta confiance et ton estime, et puis la confiance et l'estime, grâce à la PNL, on peut les développer très rapidement. C'est fou, mais c'est juste en collaboration avec le cerveau. PNL, c'est programmation neurolinguistique. Okay. Absolument. Donc programmation, hein, de ta conception jusqu'à aujourd'hui, tu es programmé par les événements qui te sont arrivés et les gens qui t'ont croisé. Ouais. Ensuite, neuro, dans le cerveau. Et linguistique, ça passe par le langage. Donc ça permet de développer, oui, la confiance et l'estime, parce que d'un seul coup, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es, tu sais que t'es quelqu'un de bien, t'as un objectif de vie, t'as une stratégie, et on déprogramme ce qui s'est passé dans ta vie
qui t'a fait souffrir. Donc à partir de là, tu retrouves une vie normale parce que confiance et estime et plus de compulsion. Et après ça, la compulsion, est-ce qu'on peut revenir à avoir une relation saine avec ce qu'on a déjà été en relation malsaine, par exemple, si c'est de l'alcool ou si c'est une personne ou... L'alcool, si on a eu une compulsion à l'alcool et puis qu'on décide d'arrêter, c'est mieux d'arrêter. Parce que quand des personnes me disent je bois plus depuis X années puis j'aimerais recommencer, je leur dis ok. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je leur dis attention. Si tu rebois un verre, il faut que tu acceptes de redevenir alcoolique. Ouais. Et dans le meilleur des cas, tu ne le redeviendras pas. Et il faut accepter. Je veux dire, c'est comme une personne qui se fait faire de la chirurgie esthétique, il faut accepter que ça rate. Si ça rate, ça va être pire que le remède va être pire que le mal. Mais l'alcool, là, quand des personnes ont arrêté de boire, là, c'est aussi bien qu'elles ne recommencent pas parce que c'est pas utile de boire, on va dire. C'est une maladie. J'appellerais pas ça une maladie. Les alcooliques anonymes vont appeler ça une maladie. Moi, je dis que c'est une mauvaise programmation. C'est juste que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une compulsion? C'est qu'à un moment donné de ta vie, t'as une souffrance et puis quelque chose te fait du bien à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton cerveau va associer ce que tu fais au moment où t'avais de la peine, où t'avais un inconfort ou de l'anxiété et que ça t'a fait du bien. Je m'explique. Jusqu'à l'âge de 23 ans, j'ai jamais bu une goutte d'alcool, j'aimais pas ça. Et puis j'arrive à Paris et je tombe sur un mentor qui est formidable et dont l'épouse tient l'une des 3 premières caves à Paris, avenue MacMahon. Et il me dit c'est pas possible que toi, une fille du sud-ouest de la France, n'aime pas les bons vins, je vais t'initier au bon vin. Mais m'a vraiment initié au bon vin. C'est-à-dire que dans cette période-là, mon père et mon grand-père étaient très férus de bons vins, mon oncle aussi. Donc il m'avait initié et j'aimais les bons vins et les partageais avec mon père, enfin toute la famille, mon père, mon grand-père, mon oncle et les femmes de la famille. Mais quand j'ai commencé à avoir des problèmes avec le père de ma fille, et que j'étais dans l'anxiété, et que en buvant, ça m'a décontracté, ça te relaxait, désinhibé puis décontracté, et le cerveau fait un mauvais ancrage. Et là, chaque fois qu'on est dans cette situation-là, on se met à boire, on se met à fumer, on se met à se droguer, on se met aussi à se masturber, parce qu'il y a des gens qui ont dans des moments de leur enfance très souffrants, se sont mis à se masturber, puis ça les a réconfortés, même tout petits. Et du coup, dans leur vie d'adulte, ils continuent. C'est une compulsion. Alors on les traite de désaxés, de pervers, tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça. C'est simplement que ils ont cette compulsion parce que c'est un élément qui les rassure. Donc si on est un petit gros et qu'on mange beaucoup, c'est pas grave, hein. On a une surcharge pondérale, on a une compulsion à la bouffe, c'est un gentil petit gros. Mais si jamais on boit ou si on se drogue ou si on trompe sa femme ou on est accro au sexe ou on joue, alors ça c'est pas bien. C'est pas bien. Mais tout ça relève du même principe, ce sont des compulsions. Les personnes qui peuvent pas s'empêcher de tromper leur partenaire, là, c'est pas parce que ça les amuse. C'est parce que c'est compulsif. Ils ont besoin de séduire. Et ils remplissent leur vie en séduisant et en ayant des relations sexuelles. Et d'ailleurs, même dans les couples, dans les couples qui s'entendent pas, qu'est-ce qui se produit? Ils se disputent et puis soudain, ils ont des relations sexuelles. Mais pourquoi? Ils viennent de se traiter de grosses vaches et de grosses épées, là, ils devraient se tourner le dos. Pas du tout. Ils vont avoir une relation sexuelle compulsive. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Puis après ça, ils vont jaser. Non. Non? Pas du tout. Non. Mais les compulsions, c'est terrible. C'est plus fort que soi. Donc, je vois des gens qui luttent désespérément contre la compulsion, mais ce qu'il faut faire, c'est en amont, c'est développer la confiance et l'estime de façon à ce que cette compulsion n'ait plus lieu. C'est une béquille. Il faut s'en souvenir. C'est les petites roulettes du vélo. Donc, si on apprend, moi, j'enseigne à mes clients à pédaler, du coup, ils ont plus besoin des roulettes. Ce sont des béquilles. Et l'être humain, quand il est en déséquilibre et qu'il penche, il va trouver une béquille. Sinon, il va se casser la figure. Tommy m'écrit, en fait, il nous écrit sur le live à radiox.com. Bonsoir Pascal Piquet, j'ai un ami que je connais depuis plus de 10 ans. Le problème est que sa nouvelle copine ne m'aime pas car son chum est trop souvent avec moi et maintenant, elle lui interdit de me parler et malheureusement, il l'écoute. Est-ce que je devrais les sortir tous les deux de ma vie? Je suis quelqu'un qui a seulement 3 vrais amis. C'est difficile à dire comme ça. C'est parce que qui empiète sur le territoire de qui? Est-ce que cet homme-là, Tommy, passait beaucoup trop de temps avec vous et puis peu de temps avec sa conjointe? J'en sais rien. C'est difficile à dire d'ici. Maintenant, si c'est excessif, si on est ami avec quelqu'un et puis que le conjoint ou conjointe nous interdit de le voir par jalousie, parce que considère qu'on passe trop de temps avec l'autre. Après, on a tous à mettre des curseurs au bon endroit. En fait, on a tous à savoir quel temps on doit passer sur la vie privée, la vie professionnelle et la vie sociale. Il y a des personnes qui exagèrent, qui passent trop de temps dans la vie professionnelle et qui négligent leur vie privée et leur vie sociale, on n'en parle pas.
Il y a des gens qui passent trop de temps sur leur vie sociale et puis négligeant leur vie privée. Donc après, faut savoir comment gérer. Alors moi, je ne sais pas, Tommy, si vous passiez beaucoup de temps avec votre ami ou c'était juste un temps une fois par semaine ou quelque chose comme ça, ou tous les soirs, c'est difficile à dire. Donc maintenant, à vous de mettre le curseur, vous le souhaitez, Tommy. Ce soir, on passe la soirée avec Pascal Piquet. Elle fait d'ailleurs un séminaire le 16 et le 17 septembre. Est-ce qu'il reste encore de la place? Oui. À Saint-Jean-de-Mata. Oui. C'est durant 2 jours. C'est directement chez toi. Non. Oui, enfin c'est dans mon village, mais c'est à l'auberge de la Montagne Coupée. Ok, je pensais que j'étais chez toi. Non, et là, j'ai une grande maison, mais quand même, il aurait fallu les corder par terre. Mais non, c'est à l'auberge de la Montagne Coupée. Et puis c'est à Saint-Jean-de-Mata, qui est à 2h30 pile de Québec, sur la 40 Ouest, à la sortie Berthierville. Donc ouais. Oui, on traite beaucoup de sujets pendant, et puis il y a beaucoup de choses qui vont se vivre là, qui sont assez extraordinaires, et c'est la première fois que je donne un séminaire au Québec. J'en ai donné en Guadeloupe, au Maroc, en France, aux États-Unis, j'en ai donné un petit peu partout. C'est la première fois que j'en donne un au Québec. Donc à Saint-Jean-de-Mata. Et le titre du séminaire, c'est « Une vie épanouie à la portée de tous, célibataires ou encore en couple ». Pour plus de détails, allez faire un tour sur www.pascalpiquet.com. On fait une courte pause et on vient avec Pascal. On est avec l'excellente Pascal Piquet. Pour plus de détails, www.pascalpiquet.com. Des beaux commentaires sur la voix, Pascal. Comment tu fais pour avoir une si belle voix, Pascal? Je ne sais pas. Je pense que les dieux ont décidé que... Je sais pas. Je suis comme ça. Je suis née comme ça, mais je pense que les dieux, tu sais, les dieux se sont dit, oulala, celle-là, elle est très atteinte, elle va toucher le fond. Si elle remonte, on en fera quelque chose. Un coach. Et un coach, ça passe par les médias. Voilà, ils m'ont doté de tous les talents pour communiquer le bonheur, je pense. Ouais, tu vois, Jonathan nous écrit, salut Yann, j'écoute ton show et Pascal a tout à fait raison. Il faut vraiment un mix dans la vie. Je suis un workaholic et je tombe plusieurs fois jusqu'à faire actuellement une anxiété générale et une dépression. Et remonter, ce n'est vraiment pas évident, surtout quand on a négligé les amis et le côté social. Bon, ça là, il faut venir me parler, cher ami, là. Il y a quelque chose à faire. Il écoute, il est très, très, très attentif. La confiance et l'estime, on rebooste ça et on repart pour un tour. On parle de rupture amoureuse. Pourquoi la dernière rupture amoureuse est toujours plus dure que les précédentes? Pourquoi c'est encore plus difficile de décrocher de l'ex? Alors, c'est facile. Si je prends ta main, Yannick, et je prends un stylo, puis je tape sur ta main. Tac, tac. Oui. Tu sais, pas violemment, mais tac, 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 tac. Bon, au début, c'est rigolo, ça fait pas mal. Mais on s'entend qu'à un moment donné, ça va faire un bleu. Puis qu'à un moment donné, là, le même coup de petit stylo sur le dos de la main, tu le supporteras plus. C'est la torture de la goutte d'eau. Eh ben, c'est parce que la dernière rupture, là, c'est celle de trop. Puis, on fait une obsession sur la personne parce qu'en fait, ça réouvre toutes les blessures qu'on a eues avec les relations précédentes et avec les parents et avec peut-être des faux amis, puis avec des profs à l'école qui nous ont humiliés, puis hop, on ouvre toutes les blessures. Donc, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là, d'un seul coup, on cristallise sur cette personne-là, puis on a un tel besoin de reconnaissance qu'on n'arrive plus à décrocher. Je pense que c'est tout à fait personnel, mais je pense qu'on a tous une petite peine quand on termine une relation. Parce que nécessairement, quand on arrive en relation puis on découvre une personne qu'on la trouve formidable, on se dit jamais ça va durer 1 an ou ça va durer 2 ans. Ce qu'on veut, c'est bâtir avec cette personne-là puis passer notre vie avec cette personne-là. Donc, il y a comme un deuil de tout ça lorsque ça se termine. Oui. C'est sain d'avoir mal. C'est sain, des fois, de s'ennuyer de la personne avec qui on était, même si on sait que c'est mieux qu'on soit plus ensemble. Oui, mais la différence entre une personne équilibrée en rupture et une personne déséquilibrée, c'est que la personne déséquilibrée, elle décroche pas. Elle reste dans le passé et puis elle n'arrive pas à faire le deuil du fantasme qu'elle a tricoté autour de la personne qui était en face d'elle et qui n'a jamais été ce qu'elle a voulu. C'est ça qui est fou. Quand on a des difficultés à décrocher de quelqu'un, c'est qu'on n'arrive pas à faire le deuil du fantasme qu'on a tricoté avec cette personne-là, mais qui n'a jamais existé. Est-ce que c'est un signe qu'il nous manque beaucoup de choses dans notre vie? Ouais. Oui, mais bien sûr. Alors que la personne équilibrée, quand 2 personnes équilibrées vont se quitter pour des raisons diverses et variées, parce que c'est le temps, elles vont avoir un deuil, bien sûr, c'est un deuil, puis il faut l'accepter. Oui, ça fait bizarre, parce qu'il y a des habitudes qui vont changer, et puis parce que l'autre prenait une place prépondérante, et puis c'est vrai, on va faire un deuil, mais plus rapidement que la personne qui est en déséquilibre et qui peut pas décrocher. C'est mercredi, j'écoutais 2 dames parler au Tim Hortons. J'étais en train d'attendre pour un café, puis j'étais au comptoir, puis il y avait 2 filles qui étaient en arrière de moi qui étaient en train de discuter, puis la fille, elle s'exprimait, elle disait,
sais, après 6 mois, j'ai réalisé, tu sais, j'avais pas beaucoup de peine, mais après 6 mois, j'ai réalisé que j'étais rendu tout seul. Oui. Puis que j'arrivais chez nous le soir, il y avait personne pour m'accueillir. Puis je prenais mon verre de vin seul. Puis j'ai eu comme réflexe de me dire dans ma tête, mais c'est parce que cette femme-là n'a jamais appris à vivre seule. Tu touches du doigt exactement le problème. C'est que, en fait, quand on est équilibré, quand on est un adulte équilibré, non pas un enfant en situation de survie, avec l'enfant intérieur qui prend les commandes, la solitude n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un vocabulaire de dépendant affectif. Je le redis, l'être humain est fait pour vivre en société, en famille, en couple, oui, mais pas à n'importe quel prix. On doit choisir avec qui on va partager notre vie ou ne pas partager notre vie. Donc c'est certain que la solitude, quand on est un être humain équilibré, n'existe pas. Moi là, tu sais, je suis en relation longue distance, je vis à Saint-Jean-de-Mata sur 90 acres et puis ça m'arrive d'être seule. Je passe une semaine de jeûne hydrique au début juillet où je veux voir personne, mais je suis très bien. J'ai aucune communication avec l'extérieur, je suis très bien. J'ai pas besoin des autres. Donc oui, quand on a besoin des autres, eh bien dans une rupture, c'est épouvantable parce qu'on se dit je ne suis plus relié à personne, je ne suis plus attaché à personne, je n'existe plus pour personne. Tu sais qu'est-ce qui est curieux, Pascal? C'est que les gens qui sont bien seuls, qui ont un cercle social, qui ont des amis, c'est franchement pas mal plus attirant que quelqu'un qui est désespéré puis qui cherche quelqu'un à tout prix. Oui, mais c'est comme un renard qui saute dans un poulailler, qui court après toutes les poules et qui en ressort juste avec des plumes dans la gueule, hein, c'est ça. On est tellement désespéré, tu dégoulines tellement le désespoir que tu fais fuir tout le monde, évidemment. Mais c'est toujours la différence entre le besoin et le plaisir. Est-ce que je suis dans le plaisir avec les gens ou est-ce que je suis dans le besoin? Et tu noteras qu'il y a des personnes qui sont entourées, elles ont des amis, elles sont appréciées, mais elles vivent une rupture et un seul être vous manque et tout est dépeuplé, comme disait Lamartine. Alors qu'elles sont entourées. Bon, il y en a qui sont pas entourées du tout. Donc, une personne leur manque, là, c'est fini, là, c'est la fin du monde. Mais il y en a d'autres qui sont entourés, ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls parce qu'ils viennent d'être abandonnés, entre guillemets, par quelqu'un. Alors qu'ils sont entourés. Mais juste parce que cette personne, tu sais, c'est toujours la même chose, hein. Une personne dit du mal de toi et tu t'effondres, il y en a 100 qui disent du bien de toi, mais tu les écoutes pas. Donc la personne représente ta bouteille d'oxygène, si elle s'en va, t'es foutu, alors que t'as ta famille, tes amis, t'es entouré, tes collègues de travail, des gens qui t'aiment beaucoup, mais non, ceux-là ils comptent plus, ils sont éradiqués de la planète parce que la personne qui te donnait ton oxygène est partie. Ça s'appelle la dépendance affective et émotive. On est émotivement dépendant d'un autre être humain, puis pas seulement d'un conjoint, ça peut être des enfants. Il y a des gens qui remplissent le vide avec des enfants, avec leurs enfants, ils remplissent le vide avec leurs parents. Ils remplissent le vide avec des inconnus. Ils veulent juste que les inconnus, que tout le monde les aime. Ils supportent pas de dire non parce qu'ils ont peur de faire de la peine et de plus être aimés. L'amour, ça s'achète pas. Quand on n'est pas capable d'être seul, on commence par quoi pour essayer d'être capable? Développer la confiance et l'estime. C'est toujours une question d'enfant intérieur qui est resté bloqué et qui grandit pas. Parce qu'un être adulte équilibré ne se sent jamais rejeté, abandonné, franchement, là. Moi, personne peut me rejeter. Je suis bien avec moi-même. Si quelqu'un me dit non, il me dit non. Bon, je passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est ça. Personne ne peut m'abandonner. Je me sens jamais abandonnée. Je suis pas une petite fille perdue dans un supermarché où je sais plus où est passée ma mère et puis je me mets à pleurer en m'asseyant par terre, là. Non. On peut pas m'abandonner, on peut pas me rejeter. C'est pas possible. On peut pas rejeter, abandonner quelqu'un qui est adulte. Mais oui, quelqu'un qui se sent enfant, là. Puis, c'est amusant parce que tu peux être tout à fait adulte dans ta vie professionnelle et basculer dans tes chaussures d'enfant dans ta vie privée. Donc, j'ai des clients qui me disent, on est deux à l'intérieur. Ils me disent, j'ai l'impression qu'on est deux. J'ai dit, oui, vous êtes deux, côté adulte, côté enfant. Donc, côté adulte dans la vie professionnelle va parfaitement fonctionner, mais dans la vie privée, boum, il y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé, là. Il y a plus de pilote dans l'avion. On se crache. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui est dépendant affectif avec son amoureux de redevenir normal, de redevenir non mais pas normal là, mais oui. Non, c'est une bonne question effectivement parce que en fait deux personnes qui dépendent l'une de l'autre, elles s'appuient l'une sur l'autre. Elles s'appuient l'une sur l'autre. Et s'il y en a une qui se redresse et qui vient faire un coaching, l'autre soit elle dérape, elle peut plus s'accrocher ou elle se remet d'aplomb. Ou alors les deux viennent me voir. Il y en a un qui vient en premier puis l'autre vient me voir après parce qu'il dit je veux la même chose que ce que ma copine ou mon copain a eu ou mon conjoint. Donc oui, on peut grandir ensemble aussi bien sûr, mais quand il y en a un qui sent que ça va pas et puis qui essaie d'interpeller l'autre et puis que l'autre c'est un trou noir affectif, il dit moi j'ai pas de problème, vas-y toi. Eh ben, en général le trou noir affectif va dire à mon client qui est le desperado, va voir Pascal Piquet parce que t'as un méchant problème. Donc la personne vient me voir puis elle se rend compte qu'elle est pas dans la bonne relation. Mais je trouve ça intéressant ce qu'Emilia a dit, puis je trouve ça drôle en même temps. Tu sais, c'est un geste, en fait c'est une pensée tout à fait saine de dire est-ce que je suis normal? Ouais.
Mais la différence entre l'amour et la névrose, c'est la souffrance. Aimer, c'est être heureux. Quand on se met à souffrir, c'est qu'il y a une friction quelque part, et puis il faut identifier d'où elle vient. Et puis, tu sais, en fait, les gens qui souffrent de solitude, quand ils rencontrent quelqu'un, c'est comme de l'aspirine sur un mal de dents. Donc t'as la mâchoire qui est enflammée, t'as une infection, et puis tu prends du Tylenol ou de l'aspirine, et puis quand tu souffres de solitude, tu rencontres quelqu'un, youpi, et là c'est l'euphorie. On le sait, hein, on a mal aux dents, on prend de l'aspirine, c'est l'euphorie, on n'a plus mal. Tu rencontres la personne, c'est l'euphorie, hein, tu te dis ça y est, mon problème de dents est réglé. Non, tu l'as anesthésié. Et puis petit à petit, la souffrance du mal de dents reprend le dessus. Donc la relation, elle commence à être souffrante de plus en plus. Le temps de l'euphorie est passé. Et c'est comme ça qu'on entend des âneries du style un couple peut pas durer plus de 7 ans. Ah bon? C'est comme, les appareils électroniques ou électriques, ça dure pas plus de 7 ans. L'obsolescence programmée. C'est ça. Bah oui, bien sûr. Ouais, mais c'est parce que les gens entendent ça dans les médias. Et puis tu sais, ils sont programmés comme ça. On finit par être programmés parce qu'on entend. Ouais. Quand tu lis un psychologue ou quelqu'un de très érudit ou quelqu'un à la radio qui dit qu'un couple ça dure pas plus de 7 ans, mais sur quoi tu te fondes pour dire que ça dure pas plus de 7 ans? Mais les gens l'entendent. Ça dure pas plus de 7 ans. L'amour, regarde, il y en a toujours un qui souffre, il y en a toujours un qui aime plus, et puis les extrêmes s'attirent, et puis on peut pas tout avoir dans la vie, mais ça on finit par le croire. Donc du coup, tu peux pas tout avoir. Si t'as le bon conjoint, tu vas pas chercher le bon job parce que tu peux pas tout avoir. Si t'as le bon job, tu vas pas chercher le bon conjoint, t'acceptes que tu peux pas tout avoir. Donc ce sont des programmations qu'on met dans la tête des gens. Hier, je parlais avec Emidji, puis une de nos collaboratrices, Mel Trudel de Célibataire sans critères, puis on parlait justement des réseaux sociaux. Tu sais, quand une relation se termine, puis nécessairement, t'es en couple avec une personne, donc elle est sur ton Facebook, et là, tout d'un coup, ça se termine tout ça, puis là, célibataire maintenant, l'autre bord célibataire. On dirait que c'est plus difficile pour certaines personnes de décrocher parce qu'ils ont accès à la vie personnelle de l'autre, même à distance maintenant. Avant, c'était impossible. C'était pratiquement impossible si ce n'est que tu rencontrais des amis de ton ex, puis puis comment elle va? Elle a rencontré un gars. Là, ça faisait, ouais, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, tu peux le voir en direct, là. C'est plus affreux que ça, là. C'est parce que l'autre va prendre des photos avec une belle blonde avec des gros seins, ou la fille, elle va prendre des photos avec un gars bien musclé, puis elle va la mettre sur son Facebook. On sait même pas si le gars c'est un vrai ou si elle l'a loué. Mais j'ai un de mes clients comme ça qui avait rappliqué dans mon bureau. Lui, sa femme l'avait quitté du jour au lendemain, donc il avait dès qu'il voyait une belle femme, il se faisait prendre en photo avec, et il avait loué une Porsche. Et puis il s'était fait prendre en photo devant la Porsche avec une belle femme pour exacerber la jalousie de son ex-conjointe. Et puis ça avait marché, l'autre elle est revenue en courant. Mais oui, elle est revenue en courant, bien sûr. Est-ce que ça a marché finalement leur couple ou c'était mais quelle histoire. Mais c'est parce que après il est venu me voir et puis il a compris que c'était ridicule et que ceux que la névrose rapproche, l'équilibre les sépare. Hein. Donc en général, quand c'est l'enfant intérieur qui a fait le casting, après, quand on devient équilibré, on se dit wow. Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients? Par rapport à quoi? Par rapport aux maudits réseaux sociaux. Écoute, moi je ris souvent parce que je leur dis vous comportez comme des gamins. Tu sais là c'est où j'espionne le Facebook de l'autre, j'ai le mot de passe et puis je me fais mal, je me torture, je vais m'écorcher sur les récifs des belles photos que l'autre met, ou alors je suis plus ton ami et poète, j'appuie sur le bouton et puis je te vire, c'est comme dans la cour de récréation, je suis plus ton ami, je suis ton ami, je suis plus ton ami, je te reprends, je te revire, et puis après c'est très comique les personnes qui te disent moi là j'ai plein d'amis là mais parce que je sais pas dire non, quand on me demande j'ose pas dire non. Donc ils ne sélectionnent absolument pas les gens qu'ils acceptent sur leur Facebook, et puis là c'est la porte ouverte à n'importe quoi, là tout le monde rentre là-dedans, puis les femmes se font draguer par des gars qui pensent que ça sert à ça, puis elles sont en couple donc elles savent pas comment repousser ces gars-là. Enfin, c'est la foire d'empoigne. Ça de toute façon, c'est comme tout, c'est comme l'alcool, c'est comme toutes sortes de choses. C'est à utiliser avec parcimonie, hein. Donc si tu l'utilises de façon équilibrée, c'est une bonne chose. Moi j'ai un Facebook qui est professionnel, hein, Pascal Piquet, c'est tout à fait professionnel. Je n'étale pas ma vie, je ne raconte rien de privé. Tout ce que j'avais à raconter de privé, c'est dans le syndrome de Tarzan. Mais faut faire attention à l'utilisation qu'on en fait. Jonathan nous écrit: bonsoir, j'ai un problème avec le stress. En fait, Pascal, je suis le genre de personne qui stresse juste à penser que je stresse. Oui. J'ai aussi beaucoup de difficultés à le gérer, malheureusement. Votre invité a dit qu'on pouvait éliminer ce problème alors qu'on m'a toujours dit que c'est impossible à faire et qu'il faut apprendre à le gérer. C'est ça.
Non, c'est ce qu'on fait croire. Ça aussi, c'est des programmations. J'ai fait dernièrement une très grosse crise d'angoisse. Je me suis ramassé à l'hôpital car c'était les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque. Oui, c'est et classique. j'en suis sorti avec des pilules à prendre au besoin. Mais j'ai peur que ça se répète si je ne gère pas ce fameux stress-là. Bon, il y a quand même une chose, il y a une réalité au Québec, c'est que la loi 21 qui est passée en 2012 nous interdit à nous les coachs et qui interdit les thérapies brèves de toucher aux personnes qui sont médicamentées et qui vivent de l'anxiété généralisée, qui vivent phobie, burn-out, dépression, suicide. On n'a plus le droit, nous les coachs, d'y toucher. C'est fini. Par la loi 21, ça nous est interdit. En revanche, ce que Jonathan peut faire, c'est développer sa confiance et son estime. Là, c'est mon métier. Mais je ne peux pas en direct toucher aux problèmes d'anxiété. Je n'ai pas le droit, mais je peux effectivement l'aider s'il est décidé à développer sa confiance et son estime, et ça peut avoir des répercussions sur ce problème-là. On parle d'anxiété. Est-ce que l'anxiété, ça peut être positif? Est-ce que ça peut être notre allié, cette anxiété-là? Oui, tout à fait. Absolument. L'anxiété, c'est un système d'alarme qui est là pour nous dire qu'on n'est pas à la bonne place. Quand on a une douleur dans le corps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas et on va être attiré par cette douleur-là pour savoir qu'on va aller chez le médecin pour un diagnostic. Mais l'anxiété, c'est ça. L'anxiété, c'est un message du subconscient pour nous dire qu'il y a un problème. C'est comme un système d'alarme ou un chien de garde là qui nous alerterait sur le fait qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc l'anxiété, oui, c'est notre allié. Moi, j'en ai fait beaucoup, comme je te l'expliquais. Oui. Aujourd'hui, ça commence par un inconfort. Il y a un inconfort et on l'écoute pas. Hop, on a un épisode d'anxiété, puis on l'écoute pas. Hop, on a l'anxiété généralisée, on essaie de la neutraliser, puis après on va être complètement en dépression ou en burn-out ou quelque chose comme ça. Il faut réagir. Il faut réagir parce que elle va pas s'arrêter. Tant qu'on ne traite pas la question, elle s'arrêtera pas. C'est un système d'alarme. Est-ce qu'on enlèverait les piles des détecteurs de fumée? Ben non. Donc maintenant, aujourd'hui, quand je commence à ressentir un inconfort, tout de suite, je me dis hop, qu'est-ce qui se passe? Je vais immédiatement regarder autour de moi ce qui peut être intrusif parce que je sais qu'il y a quelque chose qui colle pas. Et immédiatement, je vais le régler. Je ne vais pas me rendre jusqu'à l'anxiété. Ça, il en est pas question, j'en ai vécu assez dans ma vie. Donc, c'est un système d'alarme. Et c'est vrai que la majorité des gens veulent se l'arracher, ils veulent la faire taire. Parce qu'il y a des mots, tu sais, il y a des mots à l'anxiété. Des mots physiques, bien sûr, mais oui, des symptômes physiques. De la boule à l'intérieur du ventre. Carrément, mais bien sûr. Épouvantable à subir. C'est épouvantable. Mais c'est épouvantable parce qu'au début, c'est des petits épisodes, puis après, ça te lâche plus. Parce que le subconscient te dit wow, t'es pas au bon endroit là. Ouais. Tu sais, quand tu recules avec la voiture, les nouvelles voitures, ça fait bip 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 bip. C'est quand t'as un obstacle derrière toi, c'est ça l'anxiété, ça va faire bip 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 bip, mais ça lâche pas. J'en parlais avec Amy J cette semaine ou la semaine dernière, puis moi j'ai quand j'agis pas comme il faut, le soir quand je dors, je me rappelle de ce que j'ai fait pendant ma journée. Mettons que j'ai été bête avec quelqu'un, puis là, je sais pas, pendant la nuit, je rêve à ça ou je repense à ça. Ouais. Je me réveille à 3h du matin, puis pendant 1h et quart, je suis dans ma tête, puis là je me dis mais comment ça que j'ai réagi de même, puis tu sais, c'est une forme d'angoisse puis d'anxiété, mais c'est pas majeur pour dire il faudrait que j'aille consulter quelqu'un, mais juste ça, c'est pas le fun. Non. J'imagine quelqu'un qui se ramasse à l'hôpital parce qu'il pense que c'est une crise cardiaque tellement qu'il y a un serrement. C'est très classique. Faut vraiment qu'il règle ça. C'est très très classique. Oui, mais bon, en psychothérapie, c'est la médication. Moi là, ce que je préconise, c'est de développer la confiance et l'estime. Ça peut pas faire de mal. Hein. Développer la confiance et l'estime, c'est bon pour tout le monde. Il y a personne qui va en pâtir. Mais c'est sûr que l'anxiété, c'est un phénomène tout à fait logique qui est produit par le cerveau, le subconscient, pour te dire que t'es pas à la bonne place. Sinon, comment on ferait pour savoir si on est à la bonne place ou pas? Donc, ça nous fait réfléchir. Mais oui, mais les gens heureux sont pas malades. Les gens heureux n'ont absolument aucun symptôme. Les gens heureux, ils prennent soin d'eux et puis ils s'aiment. Et puis les gens malheureux, ils les traitent de narcissiques et d'égoïstes. Bon, tant pis. C'est parce que ceux qui traitent les autres de narcissiques et d'égoïstes, qui sont des dominateurs ou des dominés ou qui alternent de l'un à l'autre, ils prennent pas soin d'eux puis ils s'aiment pas. Et ils sont pas faciles et courtois avec les autres. Les personnes qui s'aiment, tu sais, la vérité là de tout l'univers là, c'est quoi? C'est l'amour. C'est quoi l'amour? C'est je m'aime donc je suis capable d'aimer. Qu'est-ce qui est plus fort que moi? C'est Yannick et moi. Qu'est-ce qui est plus fort que nous? C'est Émilie, Yannick et moi. Qu'est-ce qui est plus fort que nous trois? Une quatrième personne. Mais dans la cohérence et dans la bienveillance. Donc je suis pas là à faire du catéchisme, peace and love, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer quelqu'un d'autre? C'est impossible.
c'est impossible. Tu vas pas aimer quelqu'un d'autre, tu vas te rendre esclave des autres pour qu'ils t'aiment. Tu vas essayer d'acheter l'amour et ils vont se servir de toi et ils vont te mépriser. Voilà le système qui va se produire. Donc ça te crée de l'anxiété parce que tu essaies de courir après l'amour que tu ne rattrapes jamais et du coup t'as l'impression qu'on t'aime pas et du coup tu tombes dans la parano et du coup t'es pas bien et tu fais de l'anxiété. Pascal Piquet, il reste 1 minute. On parle de ton séminaire qui va avoir lieu du 16 au 17 septembre. Ça s'adresse à qui? À toutes les personnes qui veulent savoir pourquoi elles sont heureuses ou alors qui veulent être heureuses et puis qui le sont pas vraiment. C'est vraiment quelque chose qui ratisse large, je dirais, et ça c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde, à tous ceux qui croient au bonheur et qui ont l'intention de prendre le taureau par les cornes et puis d'y accéder parce qu'ils pensent qu'ils le méritent. On le mérite tous. Et puis lisez le syndrome de Tarzan, hein. Et puis séduire pour une nuit ou charmer pour la vie et mon dernier livre qui est Gagner au jeu des échecs amoureux. D'après moi, t'as déjà gagné une candidate qui va aller chercher un de tes livres. Là. Et www.pascalpiquet.com et ma page Facebook Pascal Piquet. Oui, j'ai gagné une lectrice de plus ce soir. Oui. Merveilleux. C'est toujours un plaisir peut-être d'autres qui nous écoutent. Toujours un plaisir de te recevoir. Puis les auditeurs, là, je vois les messages passer, puis ça, c'est du bonbon. Mais écrivez-moi les amis, puis je vais même vous faire un petit cadeau là. Ceux qui auront écouté l'émission ce soir auront une petite ristourne sur le séminaire. Ils n'auront qu'à dire j'ai écouté Radio X. PascalPiquet.com pour plus d'informations. MJ, je te souhaite de passer un beau week-end. Pour ce qui est des auditeurs, c'est la même chose.